commencer. Est-ce que l'on m'entend suffisamment bien? C'est pas très fort. C'est pas très fort. Non, pas fort, Bien, alors, nous sommes dans la première partie de cette journée qui est consacrée à un symposium sur Fukushima. Et c'est une conférence de presse où deux intervenants vont s'exprimer sur à la fois l'historique de la catastrophe et sur ce qu'elle est aujourd'hui et comment les gens perçoivent sur place, à Fukushima et dans la région, comment les choses se passent. Alors je voudrais quand même rappeler que cette initiative est due à Madame Fuku, qui est responsable de l'association Espoir du Soleil, qui est une association qui a été créée après la catastrophe de Teppo le 11 mars 2011 au Japon, et que cette association a pour objectif de faire connaître l'étendue de la catastrophe et ses conséquences. Donc je vais présenter, je vais commencer par Bruno Chairon, qui est ici à ma droite, qui est ingénieur en physique nucléaire et titulaire d'un DEA de physique des particules et qui dirige le laboratoire de la CRIRAD, qui est la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, qui est une structure française. Et depuis la catastrophe de Fukushima, la CRIRAD s'est beaucoup investie pour la création de structures citoyennes indépendantes au Japon et a contribué à la création du CRMS, qui est le Citizen Radiation Monitoring Station, aux côtés de M. Wataru Iwata, qui est à sa droite également. Et M. Chairon a effectué 2 missions au Japon en mai-juin 2011 et en juin 2012. Alors, M. Wataru Iwata est également connu comme un artiste-compositeur et il est malgré tout directeur du CSRP, qui est le Citizen Scientist International Symposium on Radiation Protection. Donc, il a commencé une carrière musicale en 1979 et il travaille actuellement dans le domaine de la musique numérique et analogique ainsi que la musique à circuit coordonné. Après le grand séisme du 11 mars 2011, suivi d'un tsunami de l'ensemble provoquant la catastrophe nucléaire de Fukushima, Daiichi et de Teppo, il a commencé en avril 2011 à effectuer des mesures de contamination radioactive atmosphérique dans le département de Fukushima sous la direction de la CRIRAD, qui avait envoyé un certain nombre d'appareils. En octobre 2011, il a été l'organisateur du premier symposium de ce fameux consortium citoyen scientifique pour la radioprotection, en partenariat avec de nombreuses associations. Et depuis 2012, il préside le comité exécutif de ce symposium qui est organisé chaque année. Voilà. Donc nos deux intervenants vont se déplacer, vont regagner la partie audio et vidéo et vont intervenir pour expliquer successivement à la fois l'historique et puis la situation actuelle qui ressemble à M. Bruno Chairon. Merci. Donc, oui, pour des raisons pratiques, on va piloter la présentation depuis l'arrière. Donc d'abord, un mot rapide sur la CRIRAD. La CRIRAD, c'est la Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. C'est une association française qui a été créée en 1986 à cause de la catastrophe de Tchernobyl, puisque à cette époque, l'État français nous a menti sur l'intensité des retombées. Un communiqué du ministère de l'Agriculture du 6 mai 1986 disait, en raison de son éloignement, le territoire français a été totalement épargné par les retombées consécutives à la catastrophe. Le son ne marche pas, n'est-ce pas? Oui, c'est moins bien. Enfin, on entend quand même. Le... Non,
Le territoire français a été totalement épargné par les retombées consécutives à la catastrophe de Tchernobyl. Alors c'était un mensonge, et une des premières choses qu'a fait la CRIRAD, ça a été de créer un laboratoire de mesures indépendant de façon à faire ses propres contrôles, et en faisant des contrôles à partir de carottage de sol, on a pu démontrer que, au contraire, le territoire français avait bien été gravement contaminé. Tous les points rouges que vous voyez, de la Corse jusqu'à l'Alsace, sont des points qui ont reçu des retombées en césium-137 radioactif de Tchernobyl, supérieurs à 30 000 becquerels par mètre carré. Et si on prend en compte l'iode radioactif, l'iode 131, qui était associé à ce césium, on peut montrer que certains groupes de population, en particulier les jeunes enfants, en France, en 1986, ont subi des doses à la thyroïde qui dépassaient les limites sanitaires et qu'il aurait fallu prendre des mesures de protection, ce qui n'a pas été fait à l'époque en France. En ce qui concerne la catastrophe de Fukushima, la CRIRAD est intervenue sur deux plans. D'abord, examiner l'impact des retombées de Fukushima sur le territoire français, puisque nous sommes une association française, et grâce à un réseau de surveillance de la radioactivité atmosphérique que nous gérons en Vallée du Rhône, avec le soutien des collectivités locales, nous avons pu montrer la contamination de l'air à Valence, donc dans la région Rhône-Alpes, la contamination de l'air par l'iode 131 de Fukushima. Vous voyez sur ce graphique, en bas ce sont les dates, ça commence au 26 mars et ça se termine au 9 mai. Vous voyez qu'à partir du 28 mars, disons 3 semaines après le début de la catastrophe, 2 semaines et demie, on a commencé à détecter une augmentation de la contamination en iode 131 dans l'air à Valence. Et ça s'est poursuivi, cette présence de contamination, jusqu'au 20-25 avril. Donc la catastrophe de Fukushima a bien contaminé l'ensemble de l'hémisphère nord par des rejets radioactifs. Maintenant, ce qui a été très important pour nous, ça a été de venir en soutien aux populations japonaises, parce que nous avons été choqués, bouleversés par ce qui se passait au Japon et par le niveau de désinformation et le manque de protection des citoyens japonais. Donc j'en dirai quelques mots rapidement. Sur ce graphique que nous avions trouvé à l'époque sur Internet, sur un site officiel japonais, vous avez le niveau de radioactivité ambiant mesuré au niveau de la centrale nucléaire d'Onagawa, qui est à 100 km au nord de la centrale de Fukushima Daiichi. Et vous voyez que le 13 mars, c'est-à-dire 2 jours après le tsunami du 11 mars, la radioactivité à 100 km au nord de la centrale de Fukushima a augmenté d'un facteur 400 par rapport au niveau naturel ambiant. Ça veut dire qu'il était clair, en consultant simplement un certain nombre de sites officiels au Japon, que cette catastrophe de Fukushima entraînait des rejets massifs d'éléments radioactifs dans l'atmosphère et à très grande distance. Pourtant, les autorités japonaises, comme vous le savez, n'ont évacué la population à Fukushima que sur un rayon de 20 km. Cette carte vous donne l'intensité des retombées radioactives, ou plus exactement des taux de radiation. Cette carte, elle a été établie par les autorités japonaises, mais plusieurs semaines après la catastrophe. Elle a été établie en avril. Or, dès le début d'une catastrophe nucléaire, dès qu'il y a des rejets dans l'atmosphère, tout le monde sait que la contamination va se déplacer en fonction de la direction des vents et que les retombées vont être d'autant plus importantes qu'il pleut ou qu'il neige. Donc tous ces paramètres météorologiques ont dû être pris en compte immédiatement pour évacuer les populations, non pas selon un cercle arbitraire de 20 km, mais selon la trajectoire effective des masses d'air contaminées, et ça n'a pas été fait. Donc la population n'a pas été correctement protégée, d'abord parce qu'elle n'a pas été évacuée selon des critères logiques, deuxièmement parce qu'il n'y a pas eu de distribution massive de pastilles d'iode stable pour protéger la thyroïde. Vous savez que l'iode radioactif qu'a rejeté Fukushima se fixe sur la thyroïde et donc irradie cette thyroïde et donc va être responsable d'une augmentation des cancers thyroïdiens. Donc parmi les choses à faire pour limiter ces risques de cancer, la distribution de pastilles d'iode est quelque chose d'utile. Ça n'a pas été fait et pire, j'ai rencontré lorsque je suis allé sur place en mai-juin 2011 un maire d'une commune qui nous a dit qu'il souhaitait distribuer des pastilles d'iode, mais qui n'a pas pu le faire parce que l'ordre de distribution ne pouvait venir que des autorités supérieures et il n'est pas venu. Troisième élément, en cas de catastrophe nucléaire et de rejet massif dans l'atmosphère, ce sont les retombées et donc la contamination des végétaux.
S'il y a de la radioactivité dans l'air, elle retombe au sol et elle contamine l'herbe, les salades, les épinards, etc. Pendant la première semaine des rejets, entre le 12 et le 17 mars, les autorités japonaises n'ont fourni aucun chiffre sur la contamination de l'alimentation, et surtout pour nous, ce qui est choquant, aucune consigne. Quand on ne sait pas, le niveau est tombé, par précaution, on dit au moins aux gens, pendant quelques jours, en attendant qu'on sache, ne consommez pas les légumes les plus à risque, ceux qui sont à large feuille, ceux qui sont susceptibles d'accumuler la radioactivité. Et les premières mesures qui ont été rendues publiques, prélèvement fait le 18 mars sur de l'herbe, à Itaate, à environ 40 km au nord-ouest de la centrale de Fukushima, ces mesures ont montré une très forte contamination de l'herbe, 2,5 millions de becquerels par kilo en iode 131, presque 2 millions en césium 137. S'il y a ça dans l'herbe, on peut imaginer qu'il y a à peu près la même chose sur les végétaux à large feuille, les salades, les épinards et un certain nombre de végétaux. Or, si vous consommez, si un jeune enfant ne mange que quelques grammes de végétaux contaminés à ce niveau-là, il va déjà dépasser la dose maximale annuelle admissible globale qui est en temps normal de 1 millisievert par an. Donc troisième élément, la population n'a pas été protégée parce que les autorités ont attendu trop longtemps avant de commencer à dire aux gens de ne pas consommer les aliments les plus à risque. Et en tant que Français, ce qui nous a vraiment choqué à la CRIRAD, c'est le rôle qu'a pu jouer notre Institut national, l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, puisque l'IRSN a fait des simulations de la dose qu'allaient subir les citoyens japonais. Et ces simulations, dont vous avez un exemple ici, ont conduit l'IRSN à considérer le 18 mars, et vous avez ici une interview dans le journal Le Monde d'un des responsables de l'IRSN, à considérer que les simulations de l'IRSN conduisent cet organisme, c'est en bas à droite, à considérer que le périmètre mis en place par les Japonais est suffisant. Ça, c'est profondément choquant. Ça veut dire que l'Institut français, qui aura la mission de nous protéger en France en cas de catastrophe nucléaire, a considéré que ce qui était mis en œuvre par les autorités japonaises était suffisant, alors que pour nous, c'est profondément insuffisant pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure. Par rapport à cette désinformation ambiante, parmi les choses que la CRIRAD a mis en œuvre, c'est soutenir des initiatives de citoyens japonais. Et je ne vais pas parler de toutes les initiatives qu'on a soutenues, mais celle qui a été la plus, je pense, la plus utile, c'est de répondre à la sollicitation de M. Wataru Iwata, qui nous a contactés fin mai, début avril. Donc, il avait à cette époque une initiative qui s'appelle Projet 47. L'objectif était d'installer des moyens de mesure indépendants dans les 47 départements au Japon. Et cette initiative s'est transformée ensuite en CRMS, Citizens Radiation Monitoring Station, c'est-à-dire station de mesure indépendante de la radioactivité. Et on l'a soutenue dans l'ensemble de ces différentes initiatives. Première chose que nous avons fait, c'est envoyer à M. Iwata une dizaine de compteurs GGR et d'appareils professionnels pour qu'ils puissent faire des mesures. Et on a tourné en urgence une série de vidéos pour expliquer comment on utilise ces appareils, comment on se protège, qu'est-ce que c'est la radioactivité, celle qui vient de l'air, celle qui est dans les aliments, etc. Et avec ce matériel, il a pu, vous le voyez ici, faire des mesures dans la ville de Fukushima à partir du mois d'avril 2011 et constater évidemment la très forte contamination de l'environnement. Et sa démarche a consisté à faire tout ça avec les populations. C'est vraiment une démarche citoyenne de faire les choses avec les gens. Comme évidemment intervenir à distance, ça ne suffit pas, la CRIRAD a conduit une mission sur place dont je faisais partie en mai-juin 2011, mission au cours de laquelle nous avons complété la formation scientifique de M. Iwata, organisé des conférences de presse à Fukushima, à Tokyo, pour témoigner de la gravité de la situation qui continuait et qui est toujours d'ailleurs aussi grave quelque part aujourd'hui. Donc parmi le travail qu'on a fait, des prélèvements de sol avec M. Iwata, la mise en place de moyens de contrôle indépendants des aliments, l'appareil qu'on voit en bas à droite, nous l'avons utilisé lors d'un séminaire en mai 2011 pour que les citoyens apportent les aliments pour qu'on puisse les contrôler sur place. Et puis faire différentes mesures de taux de radiation. Ici nous sommes dans une école en mai 2011 dans la ville de Fukushima où l'ensemble du territoire de l'école, photo de gauche c'est
sur le préau entre les bâtiments scolaires, photo de droite, c'est au pied des balançoires, des taux de radiation qui sont 10 fois, 20 fois supérieurs à la normale, alors que nous sommes quand même à la fin du mois de mai 2011 et que les rejets avaient commencé plutôt début, milieu du mois de mars. L'échantillon de sol que nous avons prélevé au pied des balançoires était contaminé à un niveau de presque 400 000 becquerels par kilo en césium. Ça veut dire que ce sol est devenu un déchet radioactif, et pourtant dans cette école, il y avait et toujours des enfants. Autre chose que nous avons constaté, c'est le fait que la radioactivité irradie les gens même à l'intérieur. Le césium 137 et 134 qui ont été déposés par les rejets de Fukushima au niveau du sol, ce césium émet des rayonnements gamma qui sont invisibles mais extrêmement puissants, extrêmement pénétrants. L'effet sur la santé de ces rayonnements se mesure en microsieverts par heure, et vous avez sur ce graphique les taux de radiation dans une habitation qui est à 31 km au nord-ouest de la centrale de Fukushima, des mesures de fin mai 2011. Le niveau naturel est inférieur à 0,1 microsieverts par heure. Devant la maison, nous avons 13 microsieverts par heure, c'est-à-dire 130 fois plus au moins. Dans le salon, contre la fenêtre, nous sommes à l'intérieur, nous avons 5,5 microsieverts par heure, c'est-à-dire plus de 50 fois le niveau de radioactivité normal. Et en s'éloignant un peu de la fenêtre, vous voyez que ça baisse un petit peu, 2,5, on est encore à plus de 25 fois le niveau normal. À l'époque où nous y étions, le fermier n'avait eu aucune consigne d'évacuation, il avait conseillé de partir le plus vite possible de chez lui. Il nous indiquait qu'il attendait d'avoir pu vendre son troupeau avant d'envisager une évacuation. Alors pour vous rendre ça un peu plus compréhensible, je vais vous montrer très rapidement une petite vidéo que nous avons tournée en fin mai 2011 dans la ville de Fukushima, dans le cadre d'une réunion de travail. L'appareil que j'utilise est un scintillomètre gamma, il mesure le taux de radiation en coups par seconde. Chaque fois qu'il y a écrit 1 coup par seconde, c'est qu'il y a un rayon gamma, donc radioactif, qui est détecté par l'appareil. Le niveau normal dépend des régions, de la radioactivité naturelle, mais il est de l'ordre d'une centaine de coups par seconde. Alors nous sommes là donc, dans la ville de Fukushima City, à peu près à 60 km de la centrale nucléaire. À l'intérieur de ce bureau, au contact du sol, nous mesurons, vous le voyez, 600 coups par seconde, c'est plus de 6 fois le niveau normal. Si on élève l'appareil un petit peu au-dessus du sol, le taux de radiation augmente, vous voyez qu'on est autour de 1000 coups par seconde. Pourquoi ? Parce qu'en étant un peu plus haut, on est plus sensible aux rayons gamma qui viennent de l'extérieur et qui viennent du césium, qui est déposé sur le sol. Maintenant, en nous approchant de la fenêtre, évidemment la radioactivité va augmenter, vous le voyez ici. Contre la fenêtre, on est plutôt à 1400 coups par seconde. Si on ouvre la fenêtre et qu'on s'approche encore un peu plus à l'extérieur, ça va augmenter évidemment encore plus. Vous voyez, 2000 coups par seconde, etc. Et je vais vous montrer maintenant quelque chose qui me paraît important, c'est vous faire bien sentir que ces rayonnements irradient le corps humain, c'est-à-dire déposent de l'énergie dans le corps humain. Je vais m'interposer entre l'appareil et l'extérieur au niveau de la fenêtre. Avant que je mette mon corps entre l'appareil et la source de radiation, nous mesurons entre 1300 et 1400 coups par seconde. Lorsque j'interpose mon organisme, le taux de radiation baisse, vous le voyez, plutôt autour de 1000-1100 coups par seconde. Pourquoi ça a baissé? Parce que c'est mon organisme, c'est mon corps qui arrête une partie de ces rayonnements gamma. Et c'est ça l'effet de la radioactivité, c'est que cette énergie déposée dans mes cellules, déposée dans mon organisme, va créer des lésions à long terme, en créant par exemple des modifications dans l'ADN. Et c'est pour ça que les faibles doses de radiation ont ce potentiel de dangerosité à long terme. Chaque coup par seconde, chaque rayon gamma qui aura été intercepté par mon corps est peut-être celui qui, par un processus complexe, sera à l'origine d'un cancer qui interviendra dans des années ou des décennies. Je vais bientôt passer la parole à M. Iwata. Donc M. Iwata a été à l'initiative de l'initiative CRMS dont on a parlé tout à l'heure, donc la création de ces laboratoires indépendants.
Il a été le directeur de cette structure citoyenne de 2011 à 2014. Et il a également, à cette époque, dès 2011, souhaité, avec d'autres citoyens japonais, créer une seconde initiative, Citizen Scientist International Symposium on Radiation Protection. L'objectif, c'est d'organiser chaque année des rencontres entre des scientifiques, si possible indépendants du lobby nucléaire, et des citoyens, pour qu'il y ait vraiment un lieu de débat, un lieu d'échange. Et il est maintenant directeur de cette structure depuis janvier 2015, et il intervient cet après-midi aujourd'hui avec cette nouvelle responsabilité. Donc vous voyez Wataru Iwata ici, lors de la mise en place des laboratoires indépendants. À fin 2011, CNRMS avait installé 10 laboratoires indépendants au Japon, dont 9 sur la préfecture de Fukushima et 1 à Tokyo. Et ces laboratoires ont fait à la fois des mesures de taux de radiation ambiant, des mesures dans la nourriture, des mesures sur le corps humain, et participer aussi à l'initiative en bas à gauche, donc, de création de ce symposium international. Vous voyez ici une jeune fille dont la radiation est contrôlée sur un Whole Body Counter, ce qu'on appelle en français un anthropogrammamètre, qui permet d'évaluer le taux de contamination de son organisme. Et je vais donc maintenant passer la parole à Wataru Iwata qui va s'exprimer en anglais, et j'essaierai de le traduire en français.